Salut à toutes et tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Ces garçons-là. Alors cette semaine, nous retournons en Espagne voir Hugo. Dans notre précédente rencontre, Hugo, souvenez-vous, avait évoqué là ou plutôt les 2 dépressions qu'il avait dû surmonter. Et c'est sur ces 2 épisodes particuliers de sa vie que j'ai choisi de revenir tout particulièrement avec lui aujourd'hui. Et pour la première fois, je ne serai pas seul avec Hugo. Non, j'ai demandé à un professionnel de la santé mentale, David Caillot, psychopraticien, de m'accompagner exceptionnellement pour explorer de façon claire les causes de la dépression, mais aussi et surtout les moyens de s'en extraire. C'est donc une rencontre à 3 que je vous propose cette semaine, mais c'est surtout non pas un épisode très triste et peut-être larmoyant, mais au contraire exceptionnellement optimiste, vous allez l'entendre. On va y parler amour, bien sûr, sexualité, un peu, mais surtout bien-être et bien sûr de santé mentale, un thème qui m'est tout particulièrement très cher. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Hugo. Coucou. Hugo, merci d'être là aujourd'hui, merci d'être présent sur ce podcast, un podcast que tu m'as suggéré puisque on avait déjà entendu une première fois ton histoire, mais une petite chose nous avait peut-être nous était restée en tête. Tu parlais un moment de ta dépression et tu m'as suggéré peut-être de développer ce qui t'est arrivé justement et de le faire de façon plus ample, ce qui mérite un deuxième épisode. Un deuxième épisode donc aujourd'hui dans lequel je ne suis pas seul. J'ai souhaité avoir un regard scientifique et très professionnel sur ce dont tu vas nous parler maintenant, c'est-à-dire la dépression. Et j'ai demandé à quelqu'un que l'on connaît ici dans Ces garçons-là, mais que l'on connaît aussi parce qu'il a aussi son propre podcast qui s'appelle Sérum Psy, de venir nous éclairer sur certains points, peut-être aussi nous expliquer certaines choses, parce que je ne suis pas un professionnel de la santé mentale, mais lui en revanche il l'est. C'est David Caillot. Bonjour David. Bonjour Nicolas. David, j'ai souhaité que tu sois là maintenant parce que c'est important d'avoir un vrai regard de professionnel et peut-être des explications aussi. Rappelons que tu es psychopraticien, tu as ton propre cabinet à Tours, donc en Indre-et-Loire. Et toi, Hugo, tu n'es pas en France actuellement, ce qui explique la liaison téléphonique. Tu te trouves actuellement chez toi, là où tu vis, là où tu travailles, c'est en Espagne, c'est ça ? Effectivement, oui, ça fait un peu comme les conférences qu'on voit à la télé. C'est ça, mais en mieux et sans le patron chiant de l'autre côté. Mais je ne veux pas endosser ce rôle, bien sûr. Il y a quelque chose qui t'est arrivé et on aimerait entendre ton histoire, Hugo, sur cette partie de ta vie, sur ces instants particuliers. La santé mentale, c'est quelque chose qui me touche particulièrement, c'est quelque chose qui est important, dont on se préoccupe malheureusement trop peu. Et toi, tu as accepté de parler de ça et de ce moment que tu as qualifié et dont tu parles aisément, c'est ce que tu appelles la dépression. Alors, ça s'est passé. J'ai connu 2 dépressions différentes, avec quelques années d'intervalle, pour des raisons différentes. Et dans les 2 cas, ça a été très fort. Mais justement, je pense que c'est un mal pour un bien, on va dire. Tout dépend de comment on l'approche, de comment on l'apprend, entre guillemets. Alors, on va commencer sur la première dépression. Est-ce que tu peux Ouais. nous en parler, nous raconter cette première dépression ? Ouais, bien sûr. Alors, la première, c'est en fait, j'ai envie de dire le coup classique, c'est je suis tombé amoureux de mon sex friend, auquel c'était déjà, avec le recul, c'est vrai que de base, on avait une relation très toxique, où c'était suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, avec des choses de son côté, qui aurait déjà dû me mettre des puces à l'oreille en disant Hugo, on arrête, on ne va pas plus loin. Oui. Mais comme disait Aragon, l'amour a ses raisons que seule la raison l'ignore. Donc j'ai baissé les yeux et j'ai foncé. Et en fait, au bout d'un moment, j'arrêtais pas de me prendre des murs, et j'ai fini par sombrer dedans, et j'ai fini par me médicamenter également.
parce que c'est ce qu'on me, enfin, j'ai pas tout de suite, parce que du coup, pour moi, j'avais un peu tous les médicaments là-dessus, j'avais un peu l'idée pour imager de Dr House qui est accro à ses pilules, et je voulais absolument pas être dépendant d'un médicament. Mhm. Donc, j'ai pris énormément de temps. J'ai toujours été suivi par ma psychologue. Et en fait, au bout d'un moment, ben, elle m'a dit, écoutez, Hugo, c'est plus possible. Il faut vraiment que vous fassiez quelque chose, que j'ai vraiment peur que vous fassiez une bêtise. À savoir que je travaillais en restauration à l'époque et je travaillais en même temps que ma dépression parce que j'estimais que je ne pouvais pas me permettre de prendre du temps pour moi parce que sinon je n'avais pas de quoi vivre. Et aussi, avec moi-même, c'était très compliqué. Donc, je me disais comment je vais pouvoir justifier auprès de mes parents qui n'habitent pas si loin de ça. Donc c'était en France alors. C'était quand j'habitais en France, oui. Oui, oui, oui. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais pas pouvoir justifier un arrêt maladie à ce niveau-là pour cette partie-là, à savoir que dans ma famille, il y a eu des antécédents aussi à ce niveau-là, donc je voulais pas que le côté de ma paternité ou de ma maternité qui a connu ça, qu'elle se prenne entre guillemets la culpabilité parce que c'est de son côté génétique. Du coup. Une dépression Donc génétique. du coup, Il y a déjà eu des c'est dépressions. voilà, c'est ce que je me disais parce que du coup, la personne dans ma famille, elle avait été quand même internée et autres. Et donc, je me suis dit que c'était peut-être génétique et que moi, c'était ma situation qui faisait que cette partie généalogique, génétique, ressortait chez moi. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à me médicamenter. Mais j'ai eu, c'est vrai, beaucoup de moments très sombres, surtout à cette partie-là, où j'étais littéralement un zombie. Enfin, ça va faire très peur en le disant, malheureusement, c'était la réalité. C'est-à-dire que je roulais sans me rappeler du trajet que je venais effectuer, ni même comment. Donc une sorte d'effacement de la Donc, mémoire immédiate. c'est ça, en fait, c'est que j'avais un trajet en voiture d'un temps X et je ne me souvenais absolument pas d'avoir quitté ma maison et c'est comme si je me réveillais dans un lieu différent. Hmm. Il faut savoir que dans la Donc, dépression, le cerveau agit différemment, c'est-à-dire que c'est un état de détresse psychique intense où justement certains canaux neurologiques n'agissent plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a l'impression parfois juste de ne pas sentir la tristesse spécialement, mais plutôt un vide, une sensation de ne plus éprouver de plaisir. Et plus c'est long, et plus il y a des dégâts sur le cerveau. Et donc je sais pas si c'est ce que tu as senti toi, cette sensation de vide, cette sensation d'être ne plus être dépositaire de ses moyens. c'est ça, j'avais vraiment l'image qui me vient pour ce moment-là, c'est l'image qu'on peut avoir dans les animés ou autres quand on voit le petit garçon au milieu d'une pièce noire où il y a vraiment plus rien. Enfin, c'était genre moi au fond de mon corps et mon corps qui bougeait sans que je savais ce que je faisais en fait. Hmm. C'était vraiment la sensation que j'avais à ce moment-là, quoi. C'était pas les médicaments, David, qui faisaient ça, c'est vraiment l'état dépressif, c'est vraiment la dépression, c'est quelque chose causé par la dépression, qui est une maladie. Alors donc tu étais sous traitement quand tu avais ces symptômes. Alors après, oui, après 6 mois parce que celle-ci, elle a duré 1 an. Après 6 mois, ma psychologue m'a vraiment conseillé de me mettre à la médication, du coup de me médicamenter. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment commencé à les prendre parce que je me suis dit, même moi je le remarquais, j'avais des idées de plus en plus noires. Et du coup, je me suis dit, bon, autant essayer, mais je lui ai dit, si jamais vous me voyez qu'un jour je rentre dans la dépendance, s'il vous plaît, enlevez-les-moi. Donc tu avais des antidépresseurs et des anxiolytiques. Non, j'avais que des antidépresseurs pour le coup. D'accord. Alors après c'est un peu compliqué d'établir une liste des symptômes, des effets secondaires parce que parfois la dépression en elle-même fait partie des symptômes effets secondaires. Oui, elle a elle-même des effets secondaires. Voilà, c'est ça. Et il y a juste en général, c'est plus une léthargie qui est montrée, mais en tout cas, oui, tout ce que tu as vécu toi hein, par rapport à ces symptômes-là, c'est très parlant et c'est tout à fait juste de mentionner ces effets-là. C'est vrai que j'étais très à fleur de peau Ouais. à ce moment-là. Et même quand j'ai commencé à prendre des antidépresseurs, hein, j'ai pas de souci là-dessus. C'est vrai que ça a été très compliqué pour moi parce que déjà niveau des émotions, j'avais beaucoup de mal
à les contrôler. À les gérer, oui. Ouais, oui, les gérer, les contrôler. C'était un peu l'ascenseur, en fait, les montagnes russes. Ah ben oui, c'est ça tout. Enfin, avant, c'était principalement comme ça. Avec la moindre émotion, pouvait me faire pleurer. Alors déjà que je suis poisson, donc pour ceux qui le savent, les poissons, c'est très compliqué avec les émotions. D'autant plus être gay, donc c'est vraiment le combo parfait pour moi. Les émotions, ça va et ça vient. Mais du coup, ouais, c'est vraiment très compliqué. Et bah, je me rappelle que le truc qui me faisait le plus mal, c'est que je l'avais dit à mon chef de cuisine à l'époque. Il m'avait dit qu'il comprenait et tout. Et au moment où j'ai déposé ma démission parce que je voulais changer d'entreprise, bah, il y a eu des phrases qui ont été dites et qui m'ont fait vriller au quart de tour. C'est-à-dire ? Et bah, c'est-à-dire que, alors pour pas rentrer dans les détails, bien sûr, il y a une personne qui est venue pour me remplacer. Et l'une de mes anciennes collègues, mais qui ne travaillait pas directement avec moi, a demandé du coup bah, comment était cette nouvelle personne. Et mon chef de cuisine, qui était au courant de toute ma situation, à savoir que je travaillais énormément, je faisais bien, comme la restauration, on le sait, en restauration, beaucoup plus d'heures qu'il ne le fallait, a réussi à répondre, c'est comme Hugo, mais avec un cerveau. Ah. Oui, donc là, on est sur quelque chose qui est volontairement extrêmement blessant, là. Oui. Donc, oui, et la seule chance qu'ils ont eue, c'était que les cuisines étaient fermées, parce que sinon, je faisais une razzia. Oui. Je voudrais qu'on revienne sur peut-être sur les causes de la dépression d'Hugo. Ouais. Hugo, tu l'as dit, c'était une dépression qui a été liée, en tout cas, à des sentiments amoureux qui visiblement n'étaient pas réciproques, c'est ça ? C'est ça, effectivement, c'était pas. En fait, je pense que ça l'a été. Enfin, je pourrais jamais me mettre à la place de l'autre personne, et je pense que même s'il n'a jamais voulu me les montrer, il y avait une manière d'attirance, enfin une partie d'attirance, mais lui elle était était attiré pas au par même toi. niveau Lui était attiré par toi quand même. Oui, mais on n'était pas attirés de la même manière, je pense. Je Hmm. pourrais jamais parler en son nom. D'ailleurs, je le remercie aujourd'hui. Je l'ai remercié une première fois dans mon podcast initial. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'il a pu faire qui m'ont blessé sur le moment et qui, avec le recul, c'est vrai, je trouve pas ça très correct. Toutefois, le fait qu'il m'ait toujours repoussé, surtout à la fin, en me disant Hugo, arrête, on se verra plus, c'est pas sain, si ça et tout. Je le remercie infiniment pour cette partie-là parce que ça m'a permis d'avancer, ça m'a permis de comprendre certaines choses également. C'est un cas, avec beaucoup de temps. C'est un cas classique, David, ce genre de choses, des sentiments qui ne sont pas réciproques, en tout cas pas sur la même intensité, ça se voit assez souvent. Hein. Oui, c'est très souvent, mais ce qui est très parlant dans ton histoire, je pense, c'est qu'il a dû avoir un transfert parce que l'amour, l'amour qu'on doit ressentir dans son aspect sain, comme on peut le dire, est forcément influencé par ce qu'on appelle la notion de transfert. Et quand il y a un transfert qui est trop pathologique, ben on est rapidement dans une espèce de suridéalisation de l'être aimé. Et on n'aime plus ce qu'il est, mais ce qu'il fait et ce qu'il représente. Et donc c'est pour ça que ça m'interroge un petit peu de savoir, j'aimerais savoir un petit peu comment tu as échangé autour de ça avec ta psychologue, parce que vraiment je pense qu'il y a pu avoir quelque chose de cet ordre-là dans ta relation. Est-ce qu'elle t'a parlé de la notion de transfert ? Alors, elle m'a pas parlé dans les termes là, mais avec le temps, j'ai bien compris. Ça, c'est encore quelque chose sur lequel je travaille moi, parce que c'est vrai que, on va dire, si une personne me plaît, mais que, par exemple, géographiquement, elle n'est pas proche, et que je vois quand même un réciproque, mais on va dire que j'ai la fâcheuse habitude à me dire, je vois ça, donc je pense que la personne est comme ça, et je m'attache à ce que j'ai l'impression de voir. Ouais. Donc, c'est une partie d'idéalisation aussi. Ouais. En gros, pour faire très simple, et je parle sous couvert de David qui est en face de moi, est-ce que c'est pas peut-être l'idée de projeter très vite une histoire avec des sentiments naissants et très rapidement de se projeter dans une construction de couple ? Ça serait ça en fait, David, Hugo ? Oui, bien sûr. Alors, ça, bien sûr, sauf que pour moi, ça n'arrive pas tout de suite. Je veux dire, d'abord, il faut quand même le temps que la personne gagne ma confiance, ou au moins un petit peu, que du coup, on échange quand même par téléphone, par les différents moyens qui existent aujourd'hui.
Et puis en fait, au bout d'un moment, c'est vrai que du coup, comme si je reprends l'exemple qui m'est arrivé il y a pas longtemps d'une distance géographique, du coup en fait on parle, on échange et en fait je m'attache à l'image que je me fais de la personne à ce niveau-là et dans mon cas, j'ai réussi à voir la personne en vrai. J'ai quand même remarqué que ça n'était pas du tout ça. Une fois que tu as vu la personne en vrai, quelque part, tu as vu peut-être des défauts que tu n'avais pas sentis lors de conversations, d'échanges, et peut-être as-tu vu des red flags, comme tu les appelles, David? Ah, c'est pas un terme scientifique, hein, je le précise, mais oui, effectivement, j'ai tendance à l'utiliser parce que c'est assez, assez générationnel, mais c'est très parlant ce terme-là de red flag, je trouve. Mais après, effectivement, pour mon cas, moi, je parlerai pas de défaut parce que ce qui peut être un défaut pour moi ne peut pas l'être pour une autre personne forcément. Je dirais plutôt il y avait des différences, on va dire, avec la dernière personne en question à laquelle je pense, on était autant ultra proche d'un point de vue point commun sur des choses et sur l'autre autant ultra distancé sur d'autres. Et en fait, ça crée un gap pour le coup. Et même autant lui que moi, on se sentait mal à l'aise à la fin, quoi. Quand j'ai emménagé en Espagne, c'est lui qui est revenu un jour vers moi, le 14 février, en plus, un 14 février. Et c'était un peu étrange. Donc, du coup, moi, j'ai un peu beaucoup hésité à lui écrire. Et au bout d'un moment, quand j'ai décidé, enfin, on va dire qu'il a forcé les choses pour qu'on se parle, il était content et tout à ce niveau-là. Et la dernière fois que je lui ai parlé, c'est justement au moment où mon podcast est sorti, où je l'ai juste rajouté sur un réseau social. Je lui ai envoyé le podcast, j'ai attendu sa réponse et j'ai refermé. C'est tout. Je voulais juste qu'il entende le message que j'avais à lui dire dedans. Et c'est tout. Et sinon, c'est jamais reparlé. Mais c'est vrai que si un jour je le croise, pourquoi pas parler? Je sais très bien qu'entre lui et moi, ça ne se fera pas. Tu es certain de ça? Oui. Parce que j'ai rencontré une personne qui est beaucoup mieux que ce que quiconque peut m'apporter. D'accord. Et cette personne, c'est moi-même. C'est intéressant, ça. Ouais, c'est intéressant, oui. Oui, c'est être ressource pour soi-même. Souvent, quand on n'est pas bien dans sa tête, entre guillemets, hein, quand on est en dépression notamment, on a tendance à se sentir très seul, justement. Et ce qui est symptomatique un peu dans tout ça, c'est que ça montre aussi la propension difficile de vivre avec soi-même. Quand on fait une thérapie, notamment avec une psychologue ou autre, on se rend compte qu'en fait, il y a un individu à l'intérieur de soi auquel on a moins pris soin, alors qu'on a pris soin des autres. Et je sais pas si c'est dans ton cas où tu t'es peut-être un peu oublié à un moment et peut-être projeté des choses à l'extérieur. Je me suis pas, c'est pas que je me suis oublié, je me suis littéralement abandonné. Oui. Et ça a été d'ailleurs c'était d'ailleurs bon, je pense que ça l'est quand même un peu parce que Rome ne s'est pas fait en un jour, mais c'est quand même mon plus gros schéma, quoi. C'est quelque chose, David, un cas assez classique, c'est le fait de s'oublier complètement au profit de quelqu'un et en pensant pouvoir obtenir peut-être plus et une vraie relation avec la personne, et puis au final, ça ne fonctionne pas et la dépression s'installe. Alors, je dirais que les dépressions, en fait, issues des relations sociales, toutes relations confondues, sont assez courantes. Pour autant, ça montre plutôt qu'il y avait déjà quelque chose en amont. C'est-à-dire, alors je vais prendre un exemple qui est complètement horrible, hein, mais par exemple l'exemple de l'avortement, il y a des femmes qui le vivent entre guillemets de manière neutre, pas bien, mais neutre, et des personnes pour qui ça les chamboule complètement. Et en fait, c'est plus une question d'objet initial, dans le sens où s'il y a vraiment le point déclencheur de quelque chose qui a du sens dans son inconscient, à savoir donc un transfert donc masculin dans la situation présente, c'est cette chose-là qui va faire basculer ce qu'il y avait déjà avant. C'est vraiment une question d'objet. Et donc dans ton cas, alors c'est marrant parce que tu as beaucoup parlé donc de cette notion
héréditaire, on va dire, génétique. Alors, c'est vrai qu'on a fait pas mal d'études là-dessus. Il peut y avoir un terreau familial. Alors, en fait, moi, je pense qu'effectivement, il peut y en avoir, mais en règle générale, on ne parle pas trop de la génétique dans la dépression, on parle surtout du coup de socialisation primaire. De l'acquis, en fait. Exactement, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que je m'interroge sur toi, comment tu as vécu ton enfance par rapport à tout ça, parce que ta dépression, elle peut très bien être due à un conditionnement et à un climat familial, en fait, plus qu'à quelque chose de purement génétique. Ah bah bien sûr. Enfin, après, moi, c'est ce que je pensais à l'époque, effectivement, que c'était quelque chose de génétique. Et en fait, je me suis quand même rendu compte que peut-être, effectivement, dans mon passé, il y a pu avoir des situations ou des éléments qui font que. Toutefois, c'est quand même le regard de moi avec moi-même qui m'a conduit dans des situations telles que celle-ci. Là, que pour la première, qui a commencé avec un garçon, ou autant la deuxième où j'ai carrément commencé avec un burn-out et après j'ai fait une crise existentielle, littéralement. Alors ça, la deuxième, on va y revenir dans un instant, mais je sens dans ton discours, et David, je ne sais pas si tu sens la même chose aussi, tu as l'air de dire que finalement, la dépression, tu en étais presque la cause. C'est comme ça que j'interprète ta dernière phrase. Est-ce que c'est ta pensée finalement, Hugo ? Alors, c'est un peu. Alors, ça fait partie de la pensée, mais pour moi, après, ce n'est que mon point de vue. Ça vient en partie de comment on se traite soi-même. C'est-à-dire que c'est bien quelque chose que j'ai vu aujourd'hui. Il y a quelque chose qu'on me disait à l'époque que je ne croyais absolument pas, c'est le positif attire le positif. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, ça, c'est des phrases bateau qu'on sort à droite, à gauche et tout. Sauf qu'en fait, bah, si on est en phase avec soi-même, si on se sent bien avec soi-même, bah, effectivement, des choses positives vont venir. Et comme je vois comment je fonctionnais avant, où je me disais, ah ben ça c'est de ma faute, alors que alors que c'est clairement quelque chose où je pouvais rien faire, par exemple, ou genre putain mais Hugo t'es vraiment trop con, t'aurais dû faire ça aussi ou ça. Bah en fait je me flagellais tout seul, ce qui a engendré, de mon point de vue, l'amorce de la chute. Oui, c'est très parlant ce que tu dis, hein. C'est vraiment un peu comme je mentionnais tout à l'heure, une question d'extériorisation, c'est d'identifier presque les autres comme des gens bien plus évolués que soi-même. Et je dis souvent ça à mes patients, je leur dis que nous sommes la personne la plus dure avec nous-mêmes. Avec nous-mêmes. Et alors qu'on a tendance à dire que les autres ont raison, tout le monde a raison sauf soi-même. Tu voudrais dire en fait, Hugo, que ta dépression pouvait être aussi marquée, accentuée peut-être par une dépréciation de toi-même ? Ah bah littéralement, enfin je veux dire ma vie, si je devais l'imager à l'époque, et ma vie comment je la ressentais en France, c'est vraiment en fait vivre dans un tribunal permanent où toute la journée on est la victime et on se fait accuser à droite et à gauche. Et en plus, tu es jugé en permanence aussi. Et effectivement, et où je suis auto-accusateur comme victime. Ouais, c'est-à-dire qu'en plus, toi-même, tu deviens ton propre juge, ton propre accusateur, et en plus, tu t'enfonces toi-même dans quelque chose d'extrêmement négatif en te méjugeant et en étant extrêmement dur avec toi, et en plus dur et en plus faux en fait dans ton jugement. C'est un peu ça, David, hein. Oui, de toute façon, on a rarement raison sur soi quand on va très mal. Ouais. Comment tu en es sorti de cette première dépression, Hugo ? Parce que il y a évidemment cette histoire relationnelle, cette histoire sentimentale qui était peut-être à la base de la chose, même si, alors je dis à la base, c'est peut-être pas forcément la base, il y a certainement des choses beaucoup plus antérieures. Je regarde David qui acquiesce en même temps, mais en tout cas, le déclencheur, ça a été ça. Comment t'en es sorti ? On va dire que en fait, pour mon coup, ça c'est pas du tout un cas d'école. Pour moi, ça a été très radical. C'est-à-dire que du coup, après avoir changé de boulot, de toujours être médicamenté, ma deuxième entreprise, ça ne s'est toujours pas bien passé et j'ai fini par être au chômage.
Jusqu'au jour où je me suis levé un matin, j'ai regardé par la fenêtre de chez qui j'étais, parce que je voyais quelqu'un à l'époque. Ouais. Et je me rappellerai toujours de ce moment-là où j'ai dit la France, c'est pas pour moi. Et du coup, en fait, je me suis levé. J'ai accompagné la personne avec qui j'étais au boulot. Et puis, moi, je suis rentré chez moi. Et puis, j'ai pris un billet d'avion pour l'Espagne. Et puis, j'ai choisi une date au pif, littéralement. Alors, Et je me suis dit, juste une chose, Hugo, tu disais j'étais avec quelqu'un, donc tu avais recréé quand même, tu avais de nouveau des sentiments amoureux envers quelqu'un d'autre, même s'ils étaient probablement extrêmement différents de ceux envers la première personne qui était ton sex friend au départ. Tu avais réussi à développer de nouveaux sentiments amoureux envers quelqu'un? alors non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je dirais pas que c'est une relation pansement. C'est Oui, pas ce que je dirais. mais un peu quand même. Mais c'était quelque chose de complétude, on va dire. Ouais, On va dire d'accord. c'était pour Essayer d'aller mieux. c'est ça. Je pense que je me disais bon bah essayons une autre herbe, peut-être elle sera plus verte. Et au final, bah, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Non, non, bien sûr, parce que de toute façon, tu n'avais pas réglé les problèmes de fond, c'est ça, David? Oui, et puis il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que tu as dit, c'est la France, ce n'est pas pour moi. Et c'est vrai que c'est une phrase C'est dur, hein. qui est dure. Et je me pose la question, je me dis, est-ce que la France n'est pas pour toi d'un point de vue, j'ai envie de dire relation culturelle, ou est-ce que tu as l'impression d'avoir eu envie de laisser derrière toi un héritage familial intrinsèquement lié à une question géographique? Bah, je pense qu'en fait, en partie, parce qu'en fait aussi, en partie pour ce premier garçon, j'ai voulu, avant de partir, pouvoir clore le chapitre Oui. en voyant une dernière fois le garçon concerné et en lui disant au revoir et que je lui souhaite tout le meilleur. Et c'est ce que je lui souhaite aujourd'hui, hein. Je lui souhaite le meilleur, qu'il soit heureux avec lui-même comme avec des personnes qu'il peut rencontrer, Oui. peu importe la nature de la relation. Sauf que cette personne n'a pas voulu. D'accord. Et m'a littéralement, là pour le coup, c'est pas de la bonne manière, mais m'a littéralement rejeté. Enfin, du coup, à ce niveau-là. Ça a été un non, quoi. Et c'était plus qu'un non. Mais oui, effectivement. Et donc, du coup, bah, je me suis dit, bah, tant pis pour lui. Qui vienne pas pleurer en fait plus tard en revenant parce que bah, ça sera non également. Est-ce que finalement le tant pis pour lui, c'est déjà pas un premier acte de guérison, David? Ah bah, c'est sûr, parce que quand on commence à se détacher des relations qui nous font du mal et qui ne nous portent pas, là on est clairement sur un chemin entre guillemets de mieux, on va dire. C'est sûr. Tu as choisi la fuite, Hugo. C'est ça? Alors, je dirais pas la fuite, mais effectivement, ça peut être pris tout comme, et je l'entends parfaitement. On va dire que j'ai préféré changer d'air pour justement laisser mon passé derrière moi mais ne pas le régler. Et recommencer à zéro. Alors, si, parce que je le réglais quand même à distance avec ma psychologue, du coup, ici en Espagne. D'accord. Parce qu'elle me suit toujours, hein. On se suit toujours. Bien sûr. Et donc voilà. Et en fait, du coup, j'ai quand même réglé, mais je me suis dit, bon, bah, je vais essayer. Surtout que l'Espagne, bah, c'est pas loin de la France. Si je vois que ça fonctionne pas, bah, je remonte. Qu'est-ce qu'elle t'a appris, cette première dépression sur toi? Parce que tu dis, j'ai continué à travailler avec ma psychologue derrière, donc j'imagine qu'il y avait des items sur lesquels vous continuez à travailler. Qu'est-ce que cette première dépression, puisqu'elle est passée maintenant, elle est derrière toi, qu'est-ce qu'elle t'a appris? Sur quoi tu as évolué? Sur quoi tu as travaillé? Sur quoi tu as changé? Alors, cette première dépression, je dirais ça peut peut-être paraître un peu bête, mais sur pas grand-chose. Je veux dire que ça m'a surtout aidé à calmer mon chagrin d'amour. Que littéralement, pour moi, c'est mon premier chagrin d'amour. Où du coup, ça m'a appris à me calmer et me dire bon bah écoute Hugo, quand tu retrouves des red flags, du coup comme tu utilises David, si jamais tu en revois d'autres, essaye de ne pas te les prendre. Chose auquel il a été compliqué bien après et je n'arrêtais pas de me les manger pour le coup. D'accord. Donc ça t'a pas appris à les identifier en tout cas ou à t'en méfier plus que ça. Mais en tout cas, t'as appris à t'écouter. Alors, je les ai identifiés, mais seulement si ça ressemblait à la relation là. Ah oui, si d'accord. Jamais il y en avait d'autres. Les nouveaux, tu n'avais pas appris les nouveaux, d'accord.
Non, parce que j'avais un peu, comme beaucoup de personnes peuvent avoir, c'est ce qui s'appelle le syndrome du sauveur, c'est-à-dire que je vois toujours le bon derrière des choses qui, pour moi, ne sont pas en accord avec moi-même. Alors, je fais une parenthèse. Si vous voulez en savoir plus sur le syndrome du sauveur, il y a un excellent podcast Sérum Psy, justement, sur le syndrome du sauveur que David a réalisé. Voilà. Oui, et je veux te rassurer dans ce sens-là, Hugo, il y a énormément de personnes qui ont le syndrome du sauveur, Ouais. parce que Ah oui. alors j'ai envie de dire, c'est presque humain derrière ce réflexe de vouloir, entre guillemets, sauver les autres qui vont très mal, parce que déjà aussi ça permet de masquer un petit peu ce qu'il y a au fond de nous qui va Oui. mal. Et aussi d'avoir aussi une quête de reconnaissance, donc d'existence. Et d'être utile à quelqu'un. Bien sûr. Surtout à quelqu'un qu'on aime. Eh ben oui. Formidable. Oui. Donc oui, mais ce n'est pas du tout la solution. Non. Il y a ensuite une deuxième dépression qui te touche, Hugo. Elle arrive combien de temps après? Oula, elle arrive 1 an après, je dirais, plus ou moins. D'accord. Et évidemment, à ce moment-là, tu es toujours en Espagne. Toujours. Toujours. Et elle arrive dans le cadre professionnel, cette fois. D'accord. Parce que je suis quelqu'un qui... donc, j'ai complètement changé de voie. Tu n'es plus dans la restauration, c'est ça, hein? Non, parce que déjà, première chose, et ça, je pense que ça a aussi fait partie d'une thérapie indirectement. Quand je suis arrivé ici, je me dis j'habite en Espagne, les heures sont déjà décalées pour manger, mais j'habite dans une ville qui est relativement touristique. Oui. Donc, je me dis que les horaires pour manger vont être du coup de midi à 16h, si on confond les deux, Ouais. et le soir de 18h à minuit. Donc, est-ce que je veux est-ce que je vais apprendre à avoir une vie, ou est-ce que je veux continuer à vivre pour travailler? Ouais. Donc, mon choix a été vite fait et je me suis dit, écoute Hugo, tu trouveras d'autres cordes à ton arc, mais tu ne vas pas faire ça. D'accord. Et au final, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un premier boulot pour m'acclimater à ma nouvelle vie et j'ai changé. Et puis là, ça fait 2 ans et demi que je suis dans mon entreprise. D'accord, donc plus du tout dans la restauration. Mais pour autant, cette seconde dépression, elle est liée à ton travail en Espagne. Ouais, c'est ça, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il se passait que j'étais beaucoup en désaccord avec ma directrice de l'époque, que du coup, je travaillais énormément et plus je travaillais, plus on m'en demandait sans même me remercier. Donc, j'ai plusieurs fois demandé du coup qu'on m'aide ou qu'on m'allège ou qu'on fasse des choses. Surtout que j'étais très motivé, j'ai pas de soucis là-dessus. Le travail en soi ne me fait pas peur. La seule chose que je demande, c'est juste un merci, quoi. Un merci ou au moins qu'on mette sur deux, trois points si j'estime en avoir besoin. Et on va dire que je me suis retrouvé tout seul. Mon manager a eu beau, qui était mon pote aussi, a eu beau m'aider comme il le pouvait. Mon corps a fini par dire stop. Et en fait, je me rappellerai toujours, j'ai pris mon casque, je l'ai jeté sur mon bureau, j'ai commencé à gueuler tout fort et je suis sorti dehors. Je devais parler à une personne, je lui ai demandé de venir. On s'est posé dans un lieu, j'ai commencé à pleurer. Et puis du coup, je me rappelle de cette phrase que je lui ai dit, et c'est ça qui m'a fait pleurer. C'est que du coup, je lui ai dit, je ramène mes problèmes que j'avais en France, et le problème, ce n'est pas où je suis, c'est qui je suis. Et là, j'ai commencé à pleurer. Et du coup, j'ai réussi plus ou moins à me calmer. Je suis remonté, j'ai parlé à une de mes meilleures amies ici. J'ai repleuré. Et après, en fait, j'en pouvais plus. J'ai dit, il faut que je me mette en arrêt. J'ai besoin de temps pour moi. Et j'ai besoin de temps pour moi. Et j'ai juste réuni l'équipe que j'avais à ce moment-là. Et du coup, je leur ai expliqué la situation. J'ai une nouvelle fois pleuré. Et du coup, je me suis dit, si je pleure haute, et tout ça, ça s'est passé en 1 heure de temps. Ouais, donc, du coup, je me suis dit, voilà. Donc, je me suis dit, si je pleure 3 fois en 1 heure, c'est vraiment que là, il faut que j'arrête. Et s'il faut que je sois viré, je suis viré, mais je ne peux pas retourner au boulot demain. Alors, du coup, excuse-moi, quand je t'entends, Hugo, j'entends quelque chose que tu as dit tout à l'heure qui est assez marquant.
Je pense à la retenue, c'est-à-dire que la première fois, donc à ta première dépression, il n'était surtout pas question de parler de ta dépression à ta famille pour des raisons, pour la raison que simplement ils connaissaient déjà tout ça et qu'ils auraient eu peur. Hein. Si c'est comme ça que je l'ai compris, hein, c'est bien ça? Bah, c'est comme ça que je pensais qu'il pourrait le prendre, oui. Ouais. Alors déjà, donc première retenue, et puis la deuxième retenue, c'est que il fallait travailler. Il y a vraiment une injonction de se dire, je ne peux pas me permettre de prendre du temps pour moi, il faut que je travaille. Et donc, juste pour illustrer un petit peu ta situation, c'est que là, on est clairement dans une problématique où effectivement, on est dans la contrainte. Et ça, l'esprit nous le montre bien. Et comme tu l'as si justement dit tout à l'heure, ton corps a parlé. C'est ton corps qui a cédé en premier pour dire que l'esprit disait non à tout ça, avec toutes ces contraintes, ce manque de libération, de ces choses-là, même si tu as pu l'approfondir avec la psychologue. C'est très parlant tout ça, de se dire je n'ai pas le droit de faire ci, je n'ai pas le droit de faire ça. Donc à quel moment je peux en fait juste extirper toutes ces émotions, toutes ces choses que j'ai enfouies au fond de moi. Je sais pas si ça te parle de ce que je te dis. Ah si, c'est ça. Bah, en fait, on va dire que moi, ça a toujours été ça. C'était j'encaisse, mais le jour où ça explose, bah, il n'y a pas de retour en arrière possible. Oui. Et là, ben, j'ai même pas explosé parce que franchement, le mot est très faible par rapport à ça. Enfin, je sais même pas s'il y a un mot plus fort, mais en tout cas, vraiment, j'ai explosé en vol, j'ai explosé en 1000 morceaux. Et littéralement, ça a été la dépression la plus compliquée du coup que j'ai eue. Et pourtant, avec le recul, je remercie quand même en partie le destin de me l'avoir mis sur mon chemin parce que c'est grâce à elle Elle que t'a je fait suis qui je évoluer. suis aujourd'hui. C'est marrant parce qu'il y C'est ça. a quelque chose qui m'a marqué dans ton discours au moment où où ça explose vraiment, hein, où tu exploses en plein vol. Tu dis en pleurant, tout ceci n'est pas lié à où je suis, mais à qui je suis. C'est-à-dire que cette situation, tu aurais pu la vivre finalement en France et là, il y a déjà une vraie prise de conscience, en fait, quand tu te dis cette phrase-là. C'est-à-dire que tu te dis, bah, en fait, le travail n'est pas terminé, en fait. Le travail sur moi n'est pas terminé. Bah, c'est qu'en fait, pour moi, il avait pas du tout commencé. Et Ouais, dès que, entre guillemets, on devait commencer à travailler sur moi, bah, je faisais que l'enfouir, en ouais, c'est fait. ça. C'est caractéristique, en fait, hein, David, ce genre de situation. On pense travailler sur soi et finalement, on ne travaille pas du tout sur soi. Oui, oui. En fait, il suffit malheureusement pas que de s'exprimer sur ses émotions pour travailler dans le fond. Alors, je vais pas du tout critiquer ta psychologue. Je pense elle est très douée dans son domaine. Simplement, il est essentiel pour moi de déjà retracer l'historique de ton enfance, etc. En tout cas, j'espère que ça a pu être fait parce que, en fait, je vois vraiment l'esprit comme un vase qu'on remplit, qu'on vide. Il y a certains vases qui fuient, donc on n'est jamais pleinement satisfait. Et puis, il y a vraiment cette idée de pouvoir, entre guillemets, décharger les émotions. Mais si on ne n'attaque pas à la source qui vient donner les émotions, ça ne peut que revenir. Donc, Ouais. c'est vrai que le passé fait beaucoup de ce qu'on est. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je m'interroge vraiment sur la notion génétique de tout ça, parce que c'est vrai que, Je veux dire le terreau familial. ouais, oui, je pense vraiment qu'il y a pu avoir quelque chose comme ça, et tu l'as aussi justement dit, effectivement, alors tu l'as dit, mais ce n'est pas toi le problème, c'est ce qui t'est arrivé. C'est ce qui a, c'est aussi Je veux dire son son éducation. éducation, la sélection naturelle qui l'a fait comme ça. Voilà, ce n'est pas toi le problème, c'est l'environnement qui a forgé ce que tu subis, entre guillemets. Et qui tu es, qui il est maintenant. Bien sûr. Hmm. Mm. Tu le vois comme ça, Hugo? Alors après, effectivement, moi, comme j'en ai déjà parlé dans mon premier podcast, effectivement, mon éducation, moi, je n'ai rien à reprocher. Avec le recul, c'est vrai qu'il y aurait des choses auxquelles j'aurais aimé avoir. Ouais. Effectivement, rien que de la communication, ça, j'en avais déjà parlé.
Mais après, effectivement, oui, je pense que pour certaines choses, dont les besoins que je pouvais avoir, et j'entends pas des besoins matériels, même immatériels si, du coup, mais c'est plutôt des besoins que mon corps réclamait et que je ne voulais pas écouter en me disant, bon, c'est pas grave, prendre du temps pour soi, c'est secondaire, alors pourquoi en prendre vraiment, quoi. Comment ça va maintenant, Hugo? Ça va super bien. Comment ça a été, comment tu as réglé cette seconde dépression? Déjà, je me suis mis en arrêt. Et du coup, je me suis mis en arrêt. Et je m'en rappelle que, du coup, les 3 premières semaines, parce que celle-ci, elle a quand même duré 4-5 gros mois. Ouais. C'est long ou du coup, pas, 4-5 gros mois, David, pour une dépression? C'est la durée vraiment moyenne. En fait, une dépression dure entre 3 secondes et 6 mois. Ah ouais. 3 secondes pour les personnes qui souffrent d'accès maniaques et dépressifs, comme les personnes bipolaires. Mhm. Et en règle générale, on parle donc de dépression. Il y a la dépression mélancolique qui dure et qui est répétitive. Mais oui, en moyenne, c'est ça, tout à fait. Donc après cet arrêt, comment tu as évolué, Hugo? Ça a été progressif parce que déjà, je me rappelle que les 3 premières semaines, j'étais sur mon canapé et je ne faisais que tablette, téléphone, télé. Et encore, je faisais des siestes de 2h30 comme si j'avais pas dormi de la nuit, j'avais fait des nuits blanches. Ouais. Je dormais, mais je pense que je dormais inconsciemment. On va dire que je dormais, mais le matin, quand je me réveillais, j'étais pas reposé, j'étais fatigué. D'accord. C'était comme un second sommeil, je sais pas comment expliquer. Mhm. Mais du coup, je pense que c'est ça et je m'en rendais pas compte. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé, grâce avec ma psychologue aussi, en lisant des livres, un livre en particulier qu'elle m'avait conseillé, qui m'a énormément aidé. Il y a un livre qui m'a énormément aidé. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à écrire et à suivre le cheminement de mes émotions. C'est-à-dire, je suis dans cette situation, qu'est-ce que je ressens pour telle chose, pourquoi j'ai cette émotion-là, à quoi elle fait référence, est-ce qu'elle peut s'apparenter à un schéma que j'ai aujourd'hui, si, ça et autres. En fait, je suivais vraiment tout le long comme une sorte d'arbre généalogique de tout ce qui vient. Et ça m'a permis, grâce au livre, d'apprendre à m'auto-estimer, à accepter à accepter certaines choses. Alors, c'est pas accepter tout et n'importe quoi, mais accepter que cette émotion-là vient et pourquoi, mais surtout à la comprendre. Et ce que j'ai le plus appris, c'est surtout à m'écouter et à apprendre à me comprendre, pour le coup, parce que ça paraît naïf dit comme ça, mais pour moi, c'est quand même quelque chose qui est très essentiel. Et accepter que je peux ressentir telle ou telle chose dans telle ou telle situation et accepter que je ne suis pas parfait, que personne n'est parfait, que rien ni personne n'est parfait et que la seule perfection qu'il pourrait avoir, c'est entre guillemets le regard que j'ai de moi sur moi-même. C'est quoi et le que livre? C'est moi en premier, les autres. C'est Christophe André. 3 amis en quête de sagesse, c'est ça? Non. Alors Christophe André, pour préciser, c'est un psychiatre très connu et qui connu. officie notamment à la maison. Non, il est aussi, on le connaît bien parce qu'il travaille à France Inter. Voilà. Alors, c'est Imparfait, libre et heureux, pratique de l'estime de soi. Oui, je l'ai lu, il est vraiment super. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a un nouveau Hugo là depuis 45 minutes. On n'a pas entre le début et la fin et après malheureusement 2 dépressions. J'ai l'impression, David, que c'est pas le même Hugo qu'on a rencontré au début que celui qui nous parle maintenant. Alors après, on parle clairement aussi de. Alors on parle de la persona avec la psychanalyse jungienne, mais il y a cette idée que quand on va mal. On n'est pas vraiment soi. Alors c'est un peu horrible à dire. Il y a mal et mal. Il y a quelqu'un qui, on peut très bien être triste suite à une situation. C'est une réponse émotionnellement climatique normale parce qu'il s'est passé quelque chose. Mais quand on est mal et qu'on ne sait pas pourquoi, on est fermé à ce qu'on nous sommes vraiment. Et moi j'ai envie de dire que on a Hugo face à nous. Enfin. Pas face à nous, mais en Espagne en tout cas. On a le vrai Hugo, entre guillemets, et... On a le vrai Hugo maintenant. Oui, je pense, parce que moi je pense qu'avant ces thérapies et cette aide,
il y avait un peu une forme de silence, silence de l'âme en fait. Je dis souvent ça dans la dépression, c'est le silence de l'âme. Ouais. C'est la non-existence, c'est comme une léthargie consciente. Et on ne veut pas exister. C'est comme disait justement Jim Carrey dans une interview, il parlait de la dépression comme en anglais, voilà, c'est deep rest, c'est vraiment un profond repos. Ouais. C'est une façon de dire je ne veux pas exister dans ce corps, dans cet avatar, dans cette vie qui ne me convient pas. Ouais. Et donc d'où la contrainte dont je te parlais tout à l'heure, Hugo, c'est cette idée que l'esprit humain et le corps aussi détestent les contraintes, des choses qui lui sont complètement aux antipodes de ce qu'il est de sa conception naturelle. Pour le coup, c'est vraiment ça, parce que maintenant que tu dis ça, ça me fait penser, je disais toujours à ma psy, par exemple, dans mon enfance, au collège, je vivais dans l'ombre des personnes que je pensais être mes amis à l'époque. Dans l'ombre de tes amis. Et en fait, c'est ça. Et tu en fait, t'identifiais avec le recul, seulement avec et à travers le regard et la personnalité de tes amis, je mets des guillemets. c'est ça. Pour donner un exemple, quand j'étais au collège, j'avais une personne que je qualifiais à l'époque comme mon meilleur ami. C'était une personne qui était très populaire et moi, du coup, pas du tout à côté. C'est vraiment le rat des villes et rat des champs pour le coup. Ouais, Ça faisait un peu. T'aurais aimé être lui en fait. C'est ça. Et en fait, je faisais tout. J'ai essayé le football du coup pour essayer de lui ressembler. Je lui demandais où est-ce qu'il allait s'habiller. Voilà. Je voyais qu'en fait, il y avait plus de choses que lui avait que moi je n'avais pas. Et en fait, avec ce que tu dis là, David, justement, en fait, je comprends. Enfin, même c'est quelque chose que j'ai déjà compris du coup, mais ce n'était pas dans l'ombre des gens que je vivais, c'était dans ma propre ombre. Tout à fait. Oui. C'est en fait c'est l'esprit humain qui n'aime pas qu'on lui fasse pratiquer des choses qui n'est pas lui, Qui ne sont pas lui. qui ne sont pas lui. Ouais, c'est vraiment, et donc c'est comme Jim Carrey qui parlait d'avatar, c'est vraiment l'avatar. Un avatar, ce n'est pas soi, c'est une simulation sociétale de quelque chose qui pourrait ressembler à ce qu'on appelle souvent l'idéal du moi. C'est de se dire, moi je veux ressembler à ça, alors qu'en fait je ne suis pas ça. C'est ça. Après, le plus compliqué en vrai, donc moi, c'est mon expérience, hein, je parle de moi. Le plus compliqué pour moi, c'est quelque chose qui pourrait paraître tellement basique, c'est vraiment savoir qui on est. Non, C'est-à-dire c'est que. pas du tout basique. Au contraire. Au Non, contraire. mais je veux dire, pour certaines personnes, ça peut paraître basique Ah non, parce que je crois que c'est justement, compliqué pour tout le on n'a monde. pas. Oui, mais je veux dire, j'ai déjà eu par exemple ce genre de relation, mais c'est des personnes qui ne sont pas passées par là. Et en fait, on nous dit des choses. Je vais mettre des guillemets, c'est pas méchant dans ce que je vais dire, mais ce sont des choses anodines. Par exemple, moi j'aime le football, si, ça et tout. D'accord. Mais moi je vois par exemple, là c'est quelque chose c'est pour ça que je t'avais sollicité pour le podcast, parce que c'est vraiment des choses que je remarque de plus en plus maintenant. Parce que grâce à cette deuxième dépression, on va dire que on va dire que le Hugo d'avant, plus ou moins, on va le dire comme ça, le Hugo d'avant, en fait sur certains points, j'arrive à le voir sur d'autres personnes Oui, comme un effet miroir. bien sûr. Tu vois aussi chez les autres ce que toi, tu as subi. Tu arrives à déceler certaines choses. C'est ça, par exemple des personnes qui n'ont pas encore de maturité émotionnelle ou du moins qui sont sur le chemin, du coup j'arrive à le voir à Ou ce des gens niveau-là. qui n'ont pas travaillé sur eux-mêmes comme toi, tu as pu le faire. Mais effectivement, il y a sur d'autres points, il y a plein d'autres points sur lesquels en fait je le remarque et je remarque que moi je le remarque de plus en plus et du coup, je trouve quand même important parce qu'on pense savoir se connaître sans vraiment vouloir le savoir. Et moi, je sais que c'est quelque chose que j'avais fait une fois avec une personne que j'avais rencontrée. Elle me disait, oui, mais j'aime les fruits, j'aime ci, j'aime ça. J'ai fait d'accord, mais toi, t'es qui? Il me fait, je m'appelle un tel, ça et tout. Et du coup, en fait, il y avait un miroir en face de moi. Et du coup, j'ai fait, si tu te regardes dans le miroir et tu devais décrire ce que tu voyais, tu dirais quoi? Donc, bien sûr, la première chose qu'il a fait, c'est un garçon, cheveux X, enfin, cheveux bruns Ouais. ou que sais-je. Ouais. Et en fait, du coup, je lui ai dit, mais j'ai fait, mais là, tu ne regardes que dehors et tu n'as pas commencé à regarder dedans. Dedans, tu vois quoi? Et du coup, en fait, on a commencé à parler là-dessus et c'était super intéressant parce que du coup, en fait, toutes les choses sur lesquelles ça pourrait éventuellement s'apparenter à des fragilités, c'est tout ce que lui ressortait. Et du coup, à la fin, je me rappelle, donc il parle, on échange là-dessus et tout. Et à la fin, il me regarde, il me fait, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais je te remercie. Je vais te poser une dernière question, Hugo, mais ta première dépression, elle était liée à des sentiments amoureux. Est-ce que tu es Mhm. prêt à aimer de nouveau maintenant? Et est-ce que le Hugo qui
aimes est différent du premier Hugo avant sa première dépression? Déjà, je m'aime moi, quelque chose que je ne faisais pas avant et que j'ai pris du temps à faire. La première personne que j'aime, du coup, c'est moi. C'est quelque chose que j'ai pris beaucoup de temps à faire, mais du coup, c'est vraiment genre, c'est trop bien. Je veux dire que il y a que nous-mêmes qui pouvons savoir comment nous réconforter, comment nous apporter de la joie ou autre. Aimer quelqu'un d'autre aujourd'hui, je pense que petit à petit, j'arrive à être prêt, mais que je tomberai plus. Enfin, je veux dire, effectivement, il y aura des choses qui peut-être j'aurais pas vues ou autre, mais c'est pas grave parce que j'estime que maintenant la vie c'est une expérience et que toute expérience, que c'est dans une relation, qu'elle soit amicale, sociale ou même amoureuse, eh ben, en fait, si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, ben, ce sont des choses de la vie qui existent. Mais en tout cas, si maintenant je regarde dans le rétroviseur, c'est pas pour regarder le passé en tant que soi, c'est pour juste regarder ce que le passé m'a appris. Parce que pour moi, chaque expérience, on apprend quelque chose qui peut être plus ou moins douloureuse selon du coup l'intensité de la chose. Et effectivement, voilà, pour finir, tu parles donc d'aller à la rencontre de soi. De toute façon, le psychanalyste Carl Gustav Jung en a beaucoup parlé. Et donc, la quête du soi passe par énormément d'étapes, de processus. C'est l'acceptation de sa part d'ombre, l'acceptation de sa part féminine et masculine en soi. Il y a beaucoup d'étapes. Et elle a, je dirais, un seul dessein, c'est d'allier les besoins avec les envies. Et donc, quand on parle d'amour, c'est très parlant, parce que l'amour, quand on arrive enfin à aimer quelqu'un de sain, on sait qu'au fond, on a déjà travaillé convenablement et qu'on est soi. Parce que aimer quelqu'un qui nous est sain, c'est qu'on a appris en soi à se dire « je me respecte même dans mon inconscient ». J'ai guéri, finalement. C'est extrêmement important, ça. Se respecter soi-même. Oui. Merci beaucoup, Hugo, pour ce témoignage extrêmement fort sur ces deux moments qui t'ont construit, ces deux dépressions, mais qui, semble-t-il, ont fait de toi, et je pense que tu seras d'accord, quelqu'un de meilleur, finalement, Hugo. De meilleur, éventuellement, oui, je pense que oui, mais en tout cas de quelqu'un de nouveau, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Hugo. Merci, Hugo. Merci à vous. Et merci beaucoup à toi, David, en tout cas, pour cet éclairage et ces éclairages scientifiques. Et on le rappelle, évidemment, il y a toujours le podcast Sérum Psy avec notamment un volet sur un épisode sur la dépression. On a parlé aussi du syndrome du sauveur. Les red flags. Les red flags aussi, dont on a parlé aussi. La pédagogie de l'adversité. Donc exactement, c'est parti des tout premiers épisodes aussi, puisqu'on a pas mal parlé. Oui. Donc je vous renvoie, si vous voulez en savoir plus sur toutes ces notions-là, elles sont très largement développées dans Sérum Psy. Je vous remettrai le lien, évidemment, en story sur le compte Instagram. Hugo, je te dis à très bientôt. À très bientôt.